Dear viewers, wherever you are, hello and welcome to this new episode of your program, Spectra. Learning difficulties, such as problems with memory, with understanding, with processing information, is a very common problem that a lot of students around the world in all different stages of education might suffer from. And although this is a very common problem that's found everywhere in the world, however, the way people deal with it tend to be very, very different from one country to another. In most developing countries around the world, these students are met with a very, very difficult, decision. And sometimes they have to bite the bullet and completely drop out from education if they go to government-funded education, and if they are able to pay more money, if they are from, well-off families, then this child must be taken to a very special school. And many times he will have one-on-one education, just private tutoring, and will be always perceived by the society as a stranger, as a weak person, as someone with difficulties and problems, and this stigma and stereotype will be haunting him for the rest of his life. In this episode, we'll be shedding light on how modern education and how developed countries deal with such cases. Moreover, how does the society perceive them, and how do teachers look at them, and how do they look at themselves? To shed more light on this issue, I'm really delighted to be accompanied today by Iman Zewer, who is an educational specialist, a teacher, someone with extensive, experience in this field. And in this episode, we will be doing something that was not done before. We will be doing it in both official languages of Canada, in English and in French. So I'll be posing the questions in English, she'll be answering me in French, and I'll try to do some kind of translation or traduction. So between the two languages. So Iman, hello and welcome to the program. Bonsoir Mohamed et merci pour m'avoir accueilli aujourd'hui. Le sujet dont tu as fait l'introduction, c'est un sujet très, très important sur l'enfance en difficulté, les élèves qui ont des problèmes d'apprentissage et comment ils sont traités dans les pays développés. Tu as déjà mis la lumière sur le fait que dans la plupart des pays, ces élèves-là sont mis de côté. Ils sont parfois isolés, ils sont mis dans des écoles. Si les parents ont les moyens, ils sont mis dans des écoles où ils reçoivent une éducation tête à tête avec un tuteur spécialiste. Ils sont complètement éloignés de la société. Mais ce n'est pas le cas dans les pays développés. Ils sont complètement traités d'une autre façon. Et c'est là aujourd'hui qu'on va parler de cela, pour montrer comment ils sont traités, ces élèves, dans les pays développés. Pour une des choses importantes que les parents comprennent, qu'est-ce qui arrive dans les écoles, que quelqu'un qui nous écoute, qui vient d'un autre pays, va comprendre comment l'enfant, s'il a un enfant en difficulté, comment il est traité. Même les parents qui ont des enfants qui n'ont pas de difficultés et qui se trouvent dans une même classe avec ces élèves et que parfois ils se posent la question, mais pourquoi mon enfant avec lui dans la classe, s'il y a d'autres élèves qui reçoivent une éducation avec un spécialiste ou bien qui sont traités différemment ou bien qui ont des moyens plus que les autres, ainsi de suite. Alors, c'est aujourd'hui qu'on va parler de cela. Yeah, so thank you very much for this extensive introduction of the topic. And as you were saying, we really hope that people might be listening to us here and seeing how the child is perceived. And to start off, a child with a learning disability, or with a learning difficulty rather, because of course there is a difference between someone who has special needs and someone with learning difficulty.
So we're not talking about, someone with special needs or someone with, needs some kind of support, has some kind of maybe physical disability. But here we're talking about someone who has difficulty comprehending and processing the information inside. How can you define a child with a learning difficulty? Pour définir l'enfant qu'on appelle un enfant en difficulté, d'abord, ben, je n'aime pas beaucoup cette expression d'enfant en difficulté, mais c'est ça qu'on utilise. C'est un enfant différent. Mhm. Simplement, il est en train de développer, mais son développement a un rythme différent que les autres. Il se peut qu'il a un besoin, le besoin physique ou le besoin mental, c'est à la fin un besoin. Alors, puisqu'il a un besoin différent d'autres élèves, on a besoin de le mettre dans un environnement différent. Okay, so just let me, grab on this. So Mhm. you said that definition of, learning difficulty is not a very correct definition here. He is a child with difference, like he Mhm. has a different need. And whether this need is something that is physical or mental, it's a different way. It's a different thing. So this child is seen as someone with different need and not a learning difficulty per se. Exactement, c'est ça. C'est un enfant qui a un besoin, un élève qui a un besoin. He has a Et need or she has a need. Yeah. voilà, c'est ça exactement. Et puisqu'il a un besoin, notre rôle comme société, c'est de l'accepter, c'est de voir d'abord évaluer ses besoins, quels sont ses besoins et de trouver les bonnes stratégies pour le mettre au niveau des autres. À ce moment-là, on parle de l'équité. Dans les années 90, on parlait de l'égalité. On essayait de mettre tous les élèves à pied d'égalité. Mais on a trouvé que ce n'était pas le bon terme. Le bon terme, c'est l'équité. Tu Mhm. dois donner à l'élève les stratégies nécessaires pour qu'il se développe dans l'environnement où il est et qu'il est introduit dans la société. Il est intégré dans la société. Perfect. So actually, you're differentiating between two very important terms, and actually, very usually, equality and equity are interchangeable in people's minds, while equality and equity are not the same at all. Equality and equity are very, very different. Because equality means that, let's say I have two students and I have $20 with me, so I give 10 and 10. But one child might be a very poor child, another child might be a very rich child, but I just gave them 10 each. This is equality. While equity, no, I would give according to their needs. So if a child needs more, he takes more. If a child needs less, he takes less. So this is this is a form of justice, because equality is not justice. Justice is giving everyone, the same opportunity. And like you said, to be in the same level eventually. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On cherche l'équité pour voir les besoins de cet élève et il y a tout un processus pour découvrir quels sont ses besoins. Ben, si je parle, par exemple, jusqu'à troisième année, parfois l'enfant n'est pas évalué dans les écoles. Quand je parle d'évaluer, c'est-à-dire évaluer du point de vue des spécialistes pour voir ses besoins, pourquoi cet enfant-là, il n'avance pas comme les autres, il a des difficultés. Les enseignants ont aperçu que à partir de la maternelle, parfois plus tard, la première année, la deuxième année, on commence à voir que il ne peut pas avancer comme les autres. Alors, on se demande pourquoi il ne peut pas avancer comme les autres. Quels sont ses besoins? Là vient le rôle des spécialistes qui doivent évaluer l'enfant avant de décider quels sont ses besoins. Ce n'est pas l'école qui va décider seule, non. C'est d'abord des spécialistes, des orthopédagogues, qu'on les appelle des orthopédagogues. Et puisque quand tu as parlé dans ton introduction des écoles financées par le gouvernement,
les écoles financées par le gouvernement ont tout un budget pour les besoins de ces élèves en difficulté. Je parle du cas de l'Ontario et la majorité des provinces canadiennes. Okay, so let's take it from the very beginning. So you said it's not only the decision of the school, it is also the decision of someone with extensive experience in pedagogy or like, education for these children and their needs, and he or she will make the assessment. And so what are the key indicators, like that the assessor would look at during this assessment, during this evaluation? Like what kind of things would they assess? OK. Je te parle de mon expérience et de ce que j'ai vu, ce qui arrive dans les écoles. D'abord, quand on décide de voir qu'il y a un enfant qui n'avance pas comme les autres, un élève qui a des difficultés, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie à l'administration, qui est la direction, leur dit, cet élève n'avance pas comme les autres, il y a un problème. L'enseignant ne peut pas dire c'est quoi exactement le problème, mais il sait qu'il y a un problème. Il a tout essayé comme stratégie, mais il y a un problème. Alors, ce qui arrive, c'est que les parents vont, on va dire aux parents d'abord, on va prendre leur permission. Et ça, c'est un autre problème qui arrive parfois. Mais on essaie de leur convaincre que pour le bien de l'enfant, il doit être évalué. Là, dans les écoles publiques, il sera sur une liste d'attente pour voir quand est-ce qu'ils pourront venir visiter, l'observer. C'est à travers une observation dans la salle de classe. Mais avant l'observation, les spécialistes, qui est un psychiatre qui va envoyer tout un dossier à l'enseignant où l'enseignant va observer l'enfant en salle de classe et va cocher les cases. Ça, c'est la première étape. C'est un document qui peut une trentaine de pages, tu vois. Et si l'enfant est vraiment chanceux, cette évaluation sera faite avant la troisième année. Là, l'enfant est encore ces difficultés sont encore contrôlables. Et si on met les bonnes stratégies, il sera sauvé. Et après cela, il y aura l'orthopédagogue qui va venir. Ce sont des spécialistes qui travaillent avec chaque conseil scolaire, qui vont venir l'observer en salle de classe pour plusieurs jours, pour voir quelles sont ses difficultés exactement, quand est-ce qu'il peut vraiment s'intégrer dans la salle de classe et quand est-ce qu'il ne peut pas, ou les difficultés dépassent ce qu'ils sont en train de faire dans la journée scolaire. Okay, so you mentioned a couple of very important points I don't want to let go of before we continue any further. So in the beginning, you said you might have some difficulties convincing the parent that this child is in need of this evaluation. Can you shed a little bit more light on this before we continue on? Ben, chaque parent voit son enfant comme s'il aura une autre chance, peut-être il va comprendre, il va apprendre, peut-être c'est la salle de classe où il est, peut-être c'est l'enseignant qui ne fait pas suffisamment d'efforts. Ben, le parent va trouver plusieurs excuses avant d'accepter le fait seulement que l'enfant soit évalué. It's a stigma because it's a stigma in the mind of the parent. So he will try to project this problem on anyone else. So the teacher is not doing enough effort, or like the school is not doing its job, or like they're overwhelming the child with things. So it's not my child. At the end of the day, it's not my child, it's not my role, it's you guys. So Cette situation, on la voit souvent avec les parents qui ont des enfants hyperactifs. Là, il va dire que c'est l'enseignant qui n'arrive pas à gérer sa salle de classe, c'est l'enseignant qui n'a pas les bonnes stratégies, mon enfant, il fait pas ça à la maison. Mais la structure de la salle de classe pour l'apprentissage, c'est pas le même environnement c'est pas le même aménagement qui est à la maison. Alors, c'est okay, là que les difficultés et le comportement de l'élève vont changer. it's perfect that you mentioned this because I think this is a very common thing that people would refer to, like you said, if your child is an hyperactive child and you say that, but he's not like that at home, like it's your problem. It's my child is not like that at home. But like you said, it's a very different paradigm. It's a very different environment. It's a very different structure.
classroom does not have the same atmosphere as that you have at home. And you also said that if the child is lucky, this kind of assessment would be, or evaluation would be done before grade 3. Why especially grade 3? On sait déjà, toutes les théories de l'éducation disent que l'enfant, à partir de la troisième année, à la fin de la troisième année, si les difficultés ne sont pas encadrées, ces difficultés vont continuer, surtout en mathématiques et en lecture et en écriture. Alors, dans ces 3 branches très importantes. C'est pour cela qu'on essaye vraiment que l'enfant soit évalué avant la troisième année. Parfois, le problème vient du conseil scolaire parce que la liste d'attente est longue. Ils ne peuvent pas mettre un enfant avant l'autre. Il y a tout un problème là-dedans. Et pourquoi la liste d'attente est longue? Si on sait le pourcentage de ces élèves-là, parmi chaque 5 élèves, il y a 2 qui ont des difficultés. Un qui a des difficultés d'apprentissage. Oui, So thank you for also pointing these things here. So first of all, he said like on third stage or third grade, it's like if the problem is not really pinpointed and taken care of at that time at the end of the third grade, this might continue forever, especially in mathematics, in reading, and in writing. These are the 3 major branches. And unlike most people think, you said it's 2 out of 5. So it's, like it's we're talking about like 40%. 40%, exactly. So it's 40%. So it's unlike most people think that my child is an anomaly or it's a very strange thing. No. So Quand je dis, je vais mieux expliquer ce point-là. Quand je dis que c'est chaque 5 élèves, il y a 2 qui ont des difficultés, c'est-à-dire il y a un qui a des difficultés d'apprentissage, il y a un autre qui a des difficultés d'apprentissage liées à un autre problème de santé mentale. Alors, pour différencier entre les deux et connaître cet enfant, il tombe dans quelle catégorie, il doit y avoir une évaluation. Si les parents ont les moyens, ils peuvent faire l'évaluation avec leur assurance, s'ils travaillent par exemple, ou bien ils peuvent payer parce que l'évaluation coûte à peu près 5 000 $. OK. Alors, il y aura certains parents qui seront convaincus, qui vont vouloir régler le problème avant la troisième année et ils vont avancer par eux-mêmes et prendre l'initiative d'évaluer l'enfant avant qu'il termine sa troisième année. Et là, ça va vraiment nous aider. Ce comportement va vraiment nous aider. Parce que dès qu'il sera évalué, dès qu'on va comprendre c'est quoi son problème, là, on va mettre en place quelque chose qu'on appelle plan d'apprentissage individuel et c'est au plan d'éducation individuelle. Et ce plan-là sera pour cet enfant. Chaque enfant est différent. Il se peut que dans une classe de 20 élèves, j'ai 4 ou 5, chaque élève a son plan individualisé qui est différent de l'autre. So it's a very individual plan that is not, there is no generic plan that would like, one size fits all. There isn't anything like that. So it's every child has his or her individual need. And you mentioned that there will be continuous observation in the classroom, and there will be sort of a file that is shared by the assessor and the teacher in the class. And so once, okay, the child is defined, okay, this child, he or she has a learning difficulty, and again, his or her own, learning difficulty or learning need, rather. Let me use your proper definition. She or he has their own special learning need. So, and it's confirmed after observation, after several assessments, one-on-one or in the classroom and so on. Where do we go from there? Très bonne question.
À partir de cela, quand il sera évalué, quand on va savoir c'est quoi son problème exactement, est-ce que c'est l'hyperactivité, est-ce que c'est un certain degré d'autisme, est-ce qu'il a des difficultés de la vision, parfois les élèves ont ces besoins aussi. Alors, dès qu'on va comprendre c'est quoi exactement son problème, la dyslexie, c'est un des problèmes que les élèves Hmm. affrontent aussi. Alors, dès qu'on va comprendre c'est quoi le problème, on va mettre le plan sur place. Ouais. I'm sorry, just before you go on, because you mentioned some definitions that some people might not be very familiar with, such as dyslexia and like, autism. And, and then you said some might have vision problems, and then there are others also who would be hyperactive. So can you shed more light on autism and on dyslexia, please? La dyslexie, c'est un problème que l'enfant, il voit les lettres, l'ordre des lettres dans les mots, pas comme les autres. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment, c'est difficile de l'expliquer de cette façon. Il faut montrer sur un écran. Par exemple, quand tu vas donner un mot comme donner, D-O-N-N-E-R, l'enfant va le voir dopé, D-O-P-P à la place d'un N, et parfois le R avant le E. Il le Mm-hmm. voit complètement d'une façon différente de ce que toi et moi, on voit ce mot. Alors, pour la lecture, c'est vraiment difficile. Là, il va arriver à la troisième année, il ne sait pas lire un texte, il a de la difficulté à comprendre ce qui se passe parce qu'il ne sait pas lire ce qui est sur le tableau. Quand l'enseignant fait une présentation, montre quelque chose sur l'écran, l'enfant ne peut pas voir tout ça. Alors, il est vraiment bloqué dans cette difficulté d'apprentissage. Dès qu'on va découvrir qu'il a de la dyslexie, il recevra des outils technologiques pour l'aider. Alors, il aura un ordinateur spécial pour lui, un ordinateur qui peut lire les textes pour lui et il y a des exercices spécifiques que l'enseignant peut faire avec lui pour que l'élève arrive à s'améliorer et comprendre c'est quoi son problème à lui-même. Dès qu'il va comprendre, il va lui-même utiliser les outils qui sont nécessaires pour qu'il arrive à lire et à écrire comme les autres. Ça, si on parle de la dyslexie. Okay, so dyslexia is they would have a difficulty reading the letters like other people would read it. So if I see the word give, I might see it as grind, for instance, or like I might read the letters in a different format or a different order or like a different letters altogether. And in that case, they would need a special computer that can read for them. And they need to identify what is my specific problem, and there's some special exercises for that. And how about autism? L'autisme, c'est complètement autre chose. Et il y a des degrés, plusieurs degrés. Mhm. Alors, il y a l'élève non communicant et ça, le problème va être aperçu avant même d'arriver à la première année. Et il y a l'élève qui communique avec un certain degré. Il y a l'élève que on va seulement sentir qu'il y a un problème du côté social, c'est-à-dire il n'arrive pas à s'intégrer dans un groupe, il n'aime pas jouer avec les autres, il vit dans son propre monde. C'est un enfant qui vit dans son propre monde. Mhm. Mais aussi, il y a les Asperger, c'est un autre genre d'autisme que ce sont des élèves qui sont parfois, des enfants qui sont parfois très doués dans une des branches, que ce soit en lecture, par exemple, que ce soit en mathématiques. Alors, les parents voient que l'enfant, il est plus avancé que les autres, mais il a des problèmes du côté social parce que c'est une des branches de l'autisme. C'est un degré de l'autisme. Mhm. Okay. Alors, So yeah, c'est like vraiment très, très vaste quand on parle de l'autisme. C'est pour cela que c'est pas l'enseignant qui va décider cet enfant, qu'est-ce qu'il a exactement. Ce sont les spécialistes qui vont envoyer à l'enseignant, voilà cet enfant, ce qu'il a et voilà ses besoins. C'est à ce moment-là que l'école va mettre en place tout un plan individualisé. Les parents, ils vont se réunir avec l'école 2 fois par année pour décider parce qu'ils vont voir le plan, ils vont voir ce qui va être fait pour l'enfant. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser pour l'enfant. okay, so autism is a very wide spectrum, like you said. Like there are many different degrees of autism, and there are some children that might be
they'd like to be secluded from everyone, and they might have that. And there are others that might have higher or lower degrees of this. And there's Asperger as well, which is another, it's under the umbrella of autism. And in this case, it might be very tricky because, like you said, the child might be very advanced, more than others actually, in fields like mathematics or reading and whatnot. So they tell you, our child has a problem? Are you kidding me? Like, my child is better than all his, other children, the other children. But he might have a problem in the social part, or like this might be a different thing. Okay, so these are the things that the assessor would pinpoint, and then like you said, in the classroom there will be this individual plan that's given to him. Now, this individual plan, does that mean that this child will be isolated or will be stigmatized, will be, easy to identify, and maybe to be psychologically, verbally bullied by the other children? C'est complètement différent. Il ne sera pas traités différemment par les autres élèves parce qu'ils vont apprendre dès les premières années à l'école que dans la classe, il y a des élèves qui sont différents. Il y a des élèves qui ont des besoins. On va leur dire, chacun de nous, on donne parfois cet exemple aux très, très jeunes, à un certain âge. On leur dit qu'il y a des gens qui ont des yeux bleus, d'autres qui ont des yeux verts, ainsi de suite. Alors, c'est là la différence. Alors, ton ami qui est à côté de toi, pour lire son texte, il a besoin de mettre des écouteurs, par exemple. Il a besoin d'avoir un ordi. Parce que tu sais, les plus jeunes, il va dire, mais pourquoi mon ami il travaille sur l'ordi tout le temps et moi, je me casse la tête à écrire avec le stylo et tout ça? Pourquoi lui, c'est plus facile pour lui? Pourquoi moi, je termine mon examen et lui a un autre cours pour terminer? Et ça, c'est un vrai problème parce que parfois, l'enfant va partir à la maison, dire à ses parents, mon enseignant est méchant parce qu'il n'a pas voulu me donner un temps supplémentaire pour terminer mon évaluation, alors que mon ami qui est à côté de moi, il lui a donné tout un autre cours pour terminer son évaluation. C'est pour cela qu'on leur explique, les enfants et les élèves, que ton ami qui est à côté de toi, il a d'autres besoins. Il a besoin d'un temps supplémentaire. Et c'est déjà écrit dans le plan. Alors, parmi les adaptations qu'on fasse pour les élèves, c'est qu'on leur donne un temps supplémentaire pour terminer les tâches, on leur donne des moyens technologiques pour les aider, on leur donne des pauses. Il y a des élèves qui ne peuvent pas se concentrer plus que 15 minutes. C'est écrit dans le plan. Il ne peut pas rester sur place plus que 15 minutes. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui donner la tâche, tu vas morceler la tâche. Et on explique, au fur et à mesure que l'enfant avance dans les années scolaires, on lui explique quelles sont ses propres difficultés. Parce qu'il est intégré en salle de classe, il fait partie de la société, il n'est pas isolé, il n'est pas exclu. Okay, so that's a very important thing that you pointed to. So it's part and parcel of the education is to clarify that people come with all sorts of differences. So some people might have brown eyes, blue eyes, green eyes, and other people learn in different ways. But you said at the beginning, some children might think that my teacher is a mean teacher because he or she, like, why do you allow the other just to work on the computer, but I have to hold the pen and start writing, and it's more difficult for me and it's easier for my child. But it's something that is continuously clarified and integrated within that system. And it's so that child is not seen as a stranger, as an anomaly. He is part and parcel of the class. Some children, like you said, who are hyperactive, they cannot sit in their place for more than 15 minutes. So the teacher is instructed to sort of make the activity into parts, to make it in chunks. I cannot give the child an activity that would consume like or ask him to work 2 hours an end. That's not possible for that child. The child can show it should be cut into different parts. So this is absolute respect for these children. And
And why is it very important not to isolate the child and not to, treat him in a different way, in an obvious different way? Why is it very important? Très bonne question. Pourquoi on ne peut pas isoler l'enfant et que, donc, comme dans les autres pays, qu'il soit où il y a des écoles spécifiques pour les élèves en difficulté, ou bien il sera avec un tuteur? Pourquoi ce n'est pas une bonne idée? D'abord, il ne sera pas accepté dans la société. Toi, tu veux qu'il soit intégré. Et on retourne à ce qu'on avait dit au début de l'émission, qu'on a besoin de l'équité dans la société. La justice, c'est l'équité. Alors, tu dois voir, chaque citoyen a besoin de quoi et tu es en train de combler ses besoins. Ben, il y a quelque chose qui s'appelle la pyramide de Maslow et c'est la pyramide qui montre les différents besoins de l'être humain. Parmi ces besoins, c'est qu'il soit intégré dans la société, accepté, valorisé. On utilise bien le mot valoriser. Il a une certaine valeur, il va sortir de l'école, il a un rôle dans la société, il n'est pas marginalisé. Si tu vas le marginaliser, tu peux créer de lui un délinquant, un criminel, parce qu'il ne va pas trouver un autre rôle. Il veut de l'attention comme les autres. Alors, c'est mieux de l'intégrer dans la société, c'est mieux que les autres l'acceptent, le prendre main à main pour voir ses besoins jusqu'à qu'il termine ses études scolaires. Et il y en a ceux qui vont aller plus loin et terminer leurs études universitaires aussi. Parce que ici, à l'Ontario, il y a des universités qui offrent aussi à ce genre d'étudiants, on appelle ça un chaperon, quelqu'un qui va l'assister durant ses études universitaires. Mhm. C'est So pas seulement à l'école. it's a major and a very important part of creating a citizen and a proper citizen, a useful citizen. Mhm. So if that citizen is isolated or marginalized, this would have detrimental effects on him because he might become a criminal or might, become a very destructive individual in society. And it's very, very important to shed light that they must not be isolated like that. They are part and parcel of the society, whether they're in school or they are in university, because this, when other societies, they would take that child and put him in a special school or in a one-on-one tutoring, automatically this child is marginalized, whether we like it or not, because he is always stigmatized, like there are always finger pointing at that child. So it's imperative, really, that this child should never be isolated or marginalized and taken out from the group. And they have to work, like you said, hand in hand with one another. Okay, so we talked about like how the assessment is done and how it's very important to perceive that child or see that child as a normal individual or as part and parcel of the society. Now, another very important component, of course, in the society or in the educational process, we talked about the assessor. Then you talked a little bit, of course, about the teacher, but how is an individual teacher prepared for that? So is this just the job or the training is given to the individual teacher or the teacher who will be taking care of the maybe special help or special aid for this child, or is this also given to the class teacher? Is this a very important or a fundamental part in any educational upbringing for any teacher? OK, pour recevoir ta licence ou ce qu'on dit ici aussi, pour recevoir ton certificat comme enseignant en Ontario, et je pense que dans toutes les provinces canadiennes, c'est la même chose. Tu dois étudier pour maintenant ces 2 années. Et durant ces années, tu vas faire comme une matière pour l'enfance en difficulté. C'est une matière à étudier, les stratégies, les différentes stratégies. Parce qu'on fait déjà quelque chose qui s'appelle la différenciation pédagogique. C'est-à-dire, même pour les élèves qui ne sont pas en difficulté, on change nos stratégies.
C'est-à-dire parce qu'il y a un élève qui est plus à l'aise, c'est selon les potentiels des élèves, les compétences, on appelle ça les compétences des élèves. Il y a des élèves qui apprennent d'une façon auditive, d'autres qui sont visuels. Mhm. Alors, on pratique déjà la différenciation pédagogique. Alors, maintenant, quand on a des enfants en difficulté, on étudie à l'université quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser, comment on met sur place différentes stratégies. Alors, et on sait déjà que 85%, de 80 à 85% des élèves, ils vont apprendre dans la salle de classe d'une façon normale. Il y aura un autre pourcentage de 10 à 15% quand tu vas l'intégrer dans un groupe, il va apprendre. Il va rester les 5% qui ont besoin d'un assistant, d'un tuteur qui est avec l'enfant. Ce sont des aides, on les appelle des aides enseignants et des aides enseignantes qui, dans la salle de classe, ils travaillent à côté de l'élève pour, par exemple, s'il y a un élève qui a déficit d'attention, alors, pour le remettre à la tâche, il a besoin que l'aide enseignant qui a été lui, OK, regarde, ils sont en train de travailler, reviens à la tâche, Mhm. relis la question, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on peut faire? Un autre élève qui ne peut pas écrire, il ne peut même pas taper à l'ordinateur. Mhm. Alors, ce sont des élèves qui ont des problèmes de motricité fine. Ces élèves-là, c'est l'aide enseignant qui va écrire à sa place et c'est permis. Lui, il va dicter à l'aide enseignant, ainsi de suite. Alors, l'enseignant, il apprend ça à l'université. Ensuite, il va recevoir chaque année des ateliers de travail pour lui montrer quelles sont les nouvelles stratégies qui sont mises en place et ainsi de suite. Alors, on reçoit tout le temps des notions à propos de nouvelles stratégies, à propos qu'est-ce qu'on fait, quels sont, par exemple, il y a des ateliers à faire. On passe dans des classes un enseignant dans mon école qui a utilisé, par exemple, une stratégie qui a fonctionné mieux que moi, ainsi de suite. C'est un processus permanent. Yeah, okay. So it's a permanent process. And you said like for teachers, so in their like 2 years of being licensed or like getting the certificate there, it's a subject on its own. Mhm. And for people with learning difficulties and also different kinds of learners. So some learners are visual learners, some are like, auditory learners, some are kinesthetic or like, they need to be hands-on to touch things to understand. And you mentioned previously Maslow's pyramid as well. So in Maslow's pyramid, there are like the basic needs, like food and the instincts, the basic instincts of humanity, and then the higher stage would be like the need of family or intimacy and so on, until like we reach the very top of self-realization, which is something that every child needs to be taken one at a time. And you would learn also about different kinds of learning difficulties for children, and like their need for some children might have motor, their motor skills might have some problems. So I might not be able to hold a pen. Someone with cerebral palsy, for example, might have a problem with holding the pen or a pencil. They might hold it like this way, or like typing on the computer, or like, and so on and so forth. So they are fully immersed in this, and they're always updated in case anything new is found in this field. So they have extensive understanding. Every individual teacher has extensive understanding. So not only the assistant teacher, it's not only the assistant teacher that would sit one-on-one with the child and would always try to bring his or her attention to the task that they are performing, but even the general teacher as well, the general teacher in the classroom. J'aimerais t'interrompre ici parce que dans chaque conseil scolaire, il y a tout un département pour l'enfance en difficulté. Alors, il y a les responsables qui travaillent dans le conseil scolaire, dans le bureau,
il y a, après ces responsables, il y a des accompagnateurs, ceux qui passent dans les écoles pour montrer les nouvelles stratégies, les nouvelles méthodes, qu'est-ce qu'il faut ajouter, ce qui a été utilisé dans les années précédentes, ce n'est plus utilisé, il y a d'autres façons, d'autres moyens maintenant. Alors, on les appelle les accompagnateurs et eux, ils se déplacent dans les écoles, ils font des ateliers. Après cela, il y a une enseignante ou un enseignant dans chaque école qu'on l'appelle l'enseignant de EED, de l'enfance en difficulté, et qui a tous les dossiers des élèves de l'école qui sont en difficulté. Et lui, il est en train de superviser, soi-disant, les enseignants et voir avec eux, est-ce que le plan individualisé, est-ce qu'il est bien suivi, est-ce que l'enfant reçoit ce qu'il doit recevoir en salle de classe, ou bien il faut améliorer une autre chose. Et c'est cet enseignant-là qui est en contact avec les parents. Okay, so C'est clair un peu? yeah, yeah, exactly. It's clear now because it's a whole department on its own in every school board. So it's not only like something in the school, but it's the school board itself would have a completely different department dedicated for children with special, like learning difficulties. And there's a teacher that would be in every school that would have like, the files of each and every student and would, follow up on how the strategy is working in the classroom. And they're always updated if there are any new methods or any new ways of education. So it's an ongoing process, and it's not only in the classroom or in the school, but even from the school board. So it's given full attention. Okay, last but never least is so we dealt with how like the view of society is oriented through the school. So the school actually plays a major role. So the school does not only offer education and that's it. No, it offers a lot of very important things. And like you said, again, there are values. Values are very important. Values are implanted in the child since childhood. And the child might convey these values as well to the parents at home. So the child is not perceived as a different child in any way. And we've seen how the school deals with the child and how the school boards, the assessors and so on and so forth. Je veux souligner quelque chose ici, sans t'interrompre, que quand on commence à montrer à l'élève son propre plan individualisé et à lui dire, il y a toute une colonne, mes forces, mes besoins. Alors, c'est à lui de te dire quelles sont ses forces. Il se voit fort en quoi? Et tu seras étonné de voir que l'enfant, il sait quelles sont ses forces. Moi, je suis bonne en mathématiques, moi, je suis bonne en art, moi, je sais bien chanter. Alors, il va te dire toutes ses forces et on l'encourage à valoriser ces forces-là et on lui dit qu'est-ce que tu vas faire avec tes forces. Ensuite, il y a l'autre colonne qui dit mes besoins. Et lui-même, il va dire, il sent qu'il a besoin en quoi et comment on va pouvoir contourner ces problèmes d'apprentissage. Alors, il est intégré dans le plan individualisé. Okay, so that's another very important thing. Again, there are two columns here. So the strength and the difficulties. So I'm not only a person with difficulties. I have strength as well. I might have a beautiful voice, or I might be an excellent painter, or I might be a mathematics genius, and so on and so forth. And so it's very important to see both of them, and they're fully integrated in the program. Now, my question is, what is the outcome of the child? And maybe before we, recorded this interview, we had a small chat before, and we talked about some outstanding individuals that you and I and everyone in the world knows who might have had learning difficulties. Can you shed more light on the outcome of a child with learning difficulties or learning needs? Again, I'm sorry, learning needs in their future. What kind of an individual can the parents
imagine their child to be? And what are some outstanding examples from the world? Si on sait par exemple que des grands scientifiques comme Einstein, comme Edison, que on les voit maintenant comme des génies. Ces génies ont été expulsés par leurs écoles, ont été mis de côté par l'ancien système scolaire. Par exemple, Edison, l'école a envoyé à sa mère une lettre en lui disant que votre enfant ne peut pas continuer son éducation parce qu'il n'est pas au niveau. Mais là, regarde bien la philosophie de la mère, comment elle a traité cette lettre. Malgré qu'elle était illettrée, je pense. Elle lui a dit, OK, l'école dit que tu es excellent et que tu es le meilleur élève, c'est pour cela que tu ne peux pas continuer avec les autres. A smart Là, mother. Yeah. et il a continué son éducation avec des tuteurs. Alors, mais la réalité a prouvé que quand l'enfant va être intégré dans la salle de classe, quand on va le valoriser, il n'y aura pas un seul Einstein, il n'y aura pas un seul Edison. Ils vont être plusieurs et centaines. Et chaque élève qui a des difficultés va nous montrer ses forces et on trouvera des citoyens qui sont bons à s'intégrer dans le monde du travail, mais d'une autre façon. Pas dans le, comme on appelle en anglais, le mainstream. Non, c'est pas le rôle de l'éducation de te mettre dans des blocs, de te mettre dans de te montrer une seule façon de vivre. Il n'y a pas une seule façon de vivre, il y en a plusieurs. Et c'est ça qu'on apprend à ce genre d'enfant, à ce genre d'élève. Yeah, so that's these are two very outstanding examples. You talked about Albert Einstein and then Thomas Edison. And a very interesting story about Thomas Edison. So the school sent that the child should be a dropout. He's not reaching up to the expected level of students, but his very smart mother took the letter and she conveyed a very different message to the child that you are because you're too good, actually. You should not be going to school. And then, like you mentioned, like a child with learning difficulty might be a genius. So not only a smart child, but a genius. Of course, Thomas Edison and Albert Einstein, there's two major icons of intellect and, ingenuity. And so, which is the most important thing in the end is that parents who are watching us now, you can expect your child definitely to be a good citizen, part and parcel of the society. Your child will not be isolated. And we really sincerely hope that such amazing strategies and such very important strategies might be implemented in other parts of the world where there is great need for such, form of education. Because unfortunately, because of this weak understanding or misunderstanding of the abilities of such people, we might be so I think C'est la queue de mon chat. oh, so the tail of your cat is waving here and there. Yeah. Okay. So it's definitely, yeah, well, the cat is a citizen too. So il a des difficultés en apprentissage. exactly. It has a special needs in the learning as well. So definitely, it's your child can be part of the society, and we hope that in other parts of the world really can understand this, because every year, all around the world, we might be wasting a lot of genius students, a lot of genius people, a lot of people who could have given a lot to society just because of these misunderstandings and perceptions. And Emmanuel, really, thank you very much for being with us tonight. Merci beaucoup pour votre temps et Avec plaisir. actuellement, me fait grand plaisir aussi. But I hope this
English and French integration. Une nouvelle idée, c'est une nouvelle idée et ce sont les deux langues principales au Canada. Exactly, exactly, exactement. So they're both of them are like the two official or principal languages in Canada, and we're trying to fully integrate both of them. So On est en train de faire la promotion du bilinguisme pour encourager nos élèves à être bilingues. exactly, yeah, yeah. So try to be bilingual and use both. And students for Ontario, there's Anglicism, or like there's English is et partout, anglais partout. English is everywhere. So since English is surrounding us, so you need to also integrate French. Both are fully needed in the society. So Manzera, thank you very much for being with us today. Dear viewers, thank you very much for being with us today, mesdames et messieurs, mes amis. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. See you soon. Thank you very much, everyone, for being with us. Take good care.